revenir sur votre carrière d'homme de lettres. Vous êtes diplômé, vous avez été diplômé en 2024. Vous avez été élevé au rang de docteur honoris causa. Qu'est-ce que ça vous a d'abord fait à ce moment-là? Je dois dire que je ne m'y attendais pas, mais ça m'a confirmé quelque chose que j'ai toujours pensé. C'est que le monde n'est pas fermé et que donc il faut toujours bien faire ce qu'on fait, même dans le domaine strict du foot, parce que vous serez recruté un jour où on sera peut-être venu superviser quelqu'un d'autre. Et on viendra pour quelqu'un d'autre et on rentrera avec vous. Bon, donc, de la même manière, ce que vous faites est observé par les autres. Et donc, lorsque j'ai été appelé pour cette distinction, Surprise. Oui, surprise, ça veut donc dire qu'effectivement, des gens que je n'attendais pas du tout ont observé et ont décidé de faire cela. Donc ça, c'est encourageant pour tout le monde, pas simplement dans le foot. Le foot a ceci de particulier qu'il a beaucoup d'adeptes, beaucoup de gens qui le suivent. Et c'est en cela que les dirigeants du foot doivent être rigoureux dans l'application des règlements parce qu'il y a tellement de gens qui suivent et qui peuvent être influencés par ce qu'on y fait, en bien comme en mal. Donc on doit veiller que le mal ne s'installe pas. Et là, par exemple, pour les joueurs, c'est de dire que vous n'êtes pas enfermé dans cette petite sphère, vous n'êtes pas enfermé dans le ballon, on vous observe dans les universités, on vous observe en politique, on vous observe dans la société et vous avez donc intérêt, grâce au foot, vous pouvez devenir quelqu'un qui dépasse le foot. Et c'est ce qu'on disait un petit peu depuis le début de cet entretien. C'était crucial pour vous, même si vous étiez au sommet de votre gloire physique, de continuer à cultiver votre esprit et de ne pas laisser votre cerveau au vestiaire. Exactement. Vous avez parlé de la mort tout à l'heure. Eh bien, la mort est quelque chose qui fascine, qui effraie. Mais la seule chose qui soit sûre et certaine dans la vie, c'est la mort. Donc, il faut la regarder en face. Cela m'a amené, quand je jouais, à dire c'est très bien de jouer au foot, mais ça va s'arrêter un jour. Je dois être l'un des rares joueurs qui souriait le jour où il arrêtait de jouer. C'est-à-dire, le jour où j'ai organisé mon jubilé, j'ai vu d'autres qui pleuraient. Non, moi, j'étais préparé. Je me suis toujours dit, il faut savoir que ça va s'arrêter et il va falloir passer à autre chose. Parce que c'est la vie aussi. Et la vie de tous les jours, elle est comme ça. Vous êtes maman, vous êtes papa, à un moment, vous avez des enfants, mais il faut savoir que plus vos enfants grandissent, plus vous partez. Et il faut en avoir conscience. Et donc, il faut, c'est vrai, c'est triste parce que c'est de la séparation, mais il faut savoir que c'est écrit. On rappelle en tout cas que vous avez été élu meilleur gardien africain du XXe siècle. Ah, oui, absolument. Ce qui n'est pas rien, une fierté, j'imagine. Quels ont été justement les points d'inflexion de votre vie, de votre parcours, qui ont fait de vous aujourd'hui l'homme que vous êtes? Je pense que je dirais, évidemment au-delà des parents, c'est la rencontre avec le foot, cette réflexion qui commence à naître et à observer les gens du foot. Et donc, à l'époque où j'étais jeune, il n'y avait pas de télé au Cameroun. Donc, je n'ai pas eu d'exemple à suivre. J'ai évolué comme ça en réfléchissant. Le fait que je sois précoce et que je doive diriger des défenseurs, des joueurs qui sont beaucoup plus âgés, et qu'ils apprécient ce que je fais, qu'ils réclament même de vouloir jouer avec moi, m'a amené à continuer de réfléchir. Et plus tard, j'ai rencontré de grands footballeurs, des aînés, Rachid Mekloufi, l'Algérien, Salif Keita, le Malien, Eugène Diolia, Camerounais, Samuel Mapelepe, Camerounais, Ali Fergani, Moedine Khalef, l'entraîneur de l'Algérie. Donc, beaucoup d'anciens comme ça, qui avaient été de très très grands joueurs, et j'ai observé que tous ces gens-là gardaient beaucoup d'humilité. La première déjà, c'est que moi, ils me regardaient comme un jeune frère, sans complexe, sans jalousie, avec beaucoup d'admiration. Et je me suis dit, mais comment des gens qui ont fait ça
peuvent me regarder comme ça. Ça veut donc dire que l'humilité est importante dans la vie. C'est elle qui vous permet de garder les pieds sur terre. Donc moi, je crois que sur le foot lui-même, strictement, j'ai rencontré au Cameroun un entraîneur qui venait de Yougoslavie, comme on appelait à l'époque, et qui a beaucoup apporté sur le plan technique. Et sur le plan moral et mental, ce que j'ai compris, grâce à mon papa, c'est vrai que lui, il disait qu'il faut aller à l'école. À l'époque, on interdisait aux jeunes de jouer au foot. Mais lui, il disait non. Il faut s'amuser, il faut jouer, sauf que le foot ne doit pas prendre le temps de l'école. Et donc, quand on est à l'école, on ne doit pas penser au foot, on doit penser à l'école. Et quand on est au foot, il faut jouer à fond, il faut s'amuser, il faut tout donner. Et donc voilà. Et puis plus tard, j'ai rencontré des dirigeants, je pense au président des Girondins de Bordeaux, M. Claudès, qui avait été un type formidable, parce que j'ai rencontré là quelqu'un qui avait les mêmes valeurs. C'est-à-dire, il disait la parole donnée suffit. On n'est pas obligé, on signera le contrat parce que ça existe, mais on peut se saluer et dire qu'on est d'accord sur quelque chose, il faut qu'on reste d'accord. Donc ces principes-là me convenaient parfaitement et je les applique dans ma vie. Donc quand j'ai accepté de venir à votre émission, j'étais prêt à l'heure. Oui, absolument. Vous êtes arrivé à l'heure également et on a commencé à l'heure, donc ça fait plaisir. En tout cas, vous avez cité un certain nombre de figures qui vous ont marqué au niveau professionnel. Il y a votre père qui a joué un rôle assez important. Est-ce qu'il y a autour de vous, de votre famille, d'autres personnes qui vous ont peut-être inspiré? Oui, ma mère, parce que après aujourd'hui encore, on peut me trouver rigide, mais ma mère était à cheval sur l'honnêteté. Après, j'ai développé pour me rendre compte que effectivement, l'honnêteté, l'équité était quelque chose d'important. Il faut être cohérent. Il faut, c'est vrai, les gens parlent d'égalité. J'ai la capacité de pouvoir parler des matchs avec détachement et dire ce que je pense être vrai pour deux adversaires, sans vouloir prendre parti et dire exactement ce qui se passe. Je pense que je tiens ça un peu d'elle parce que elle était équitable, elle était sans pitié. Le footballeur que j'étais était un peu désordonné, donc j'étais puni. Voilà, parce que j'étais allé jouer et que je ne rentrais pas, j'étais puni, c'est de l'équité. Mais l'équité, plus tard, je vais développer et me rendre compte que l'équité est effectivement quelque chose d'important. Regardez, le soleil, quand il sort, la nature, elle est équitable. Le soleil, quand il sort, il va éclairer les miradors des prisons, mais il va éclairer les clochers des églises et les minarets. Pareil. Quand la pluie tombe, elle tombe sur les montagnes, elle tombe sur les vallées. Mais comme elle est équitable, quand la pluie tombe, elle va d'abord tomber au sommet des montagnes avant d'atteindre la vallée. Absolument. Donc, il ne faut pas réclamer l'égalité à corps et à cri, il faut l'équité avec l'égalité. Donc, voilà des choses que j'essaie d'appliquer, j'essaie d'être cohérent. Et là, le foot vous donne l'occasion d'être cohérent. Le foot, une faute se siffle à la première minute ou à la 90e minute, si elle existe. Et en cela, ça me ramène encore au foot pour dire bravo à l'arbitre de la finale qui a refusé ce qu'on a appelé refuser un but. Non, il y avait faute, donc il n'y a pas but derrière. Qui a eu le courage, quand il avait un doute, d'aller regarder, de voir qu'il y a faute et de siffler pénalty, bien qu'on soit en fin de match. Après, il n'est pas responsable si on l'a marqué, si on ne l'a pas marqué. C'est pas, voilà ce que le foot vous enseigne.